Sénat nous signale qu'il est l'heure. Donc, monsieur le rapporteur, chers collègues, j'ai donc le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Marc Sornin, président et cofondateur d'Abissa. Donc, l'accueillir au nom de notre collègue Michel Canévet, président de la mission d'information, et qui vous demande de bien vouloir excuser son absence. Donc, merci, monsieur Sornin, pour votre disponibilité. Notre mission d'information a démarré ses travaux il y a déjà maintenant 2 mois. Et nous ne pouvions bien sûr pas faire l'impasse sur l'audition d'Abissa, entreprise implantée à Anglet et à Nouméa, qui se consacre à l'exploration des grands fonds marins jusqu'à 6000 mètres de profondeur grâce à des véhicules sous-marins autonomes. Votre entreprise propose des services de cartographie et de localisation à des autorités publiques et à des industriels souhaitant acquérir une meilleure connaissance de la richesse et des contraintes environnementales de ce milieu très particulier et très contraignant. Nous avons entendu jusqu'à maintenant, dans le cadre de cette mission d'information, des scientifiques plutôt prudents et des ONG assez inquiètes, ce qui est bien compréhensible. Les conséquences d'une éventuelle exploitation des fonds marins, si tel était le but ultime de l'exploration, sont en effet mal connues. Or, nous savons que ce milieu joue un rôle régulateur essentiel dans les grands équilibres planétaires. Votre regard, donc, sur les technologies disponibles, les contraintes environnementales, mais aussi sur l'équilibre économique de l'exploration et sur les politiques publiques mises en œuvre, nous sera très utile. Donc, je précise que cette audition est captée et diffusée sur le site internet du Sénat. Donc, nous sommes beaucoup plus nombreux, en réalité. Je laisse donc la parole au rapporteur, M. Teva Rohfritsch, sénateur de Polynésie française, pour présenter les questions qu'il vous a d'ailleurs déjà adressées par écrit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Sornin, bienvenue et merci de prendre du temps pour répondre à notre invitation dans le cadre de cette mission d'information sur les fonds marins. Effectivement, Michel Canévet se joint à nous pour cet accueil, comme l'a rappelé notre Président. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous recevoir en tant que rapporteur. Alors, je ne vais pas relire toutes les questions qu'on a pu vous adresser, mais qui finalement servent de colonne vertébrale aux échanges que l'on peut avoir. Vous avez bien compris que nous souhaitons à la fois avoir votre avis, votre regard sur la stratégie globale d'ailleurs de la France, ou les stratégies, puisque nous disposons aujourd'hui à la fois d'une stratégie nationale qui a été mise à jour, et le rapport Levé en particulier fait référence en matière minière, le plan France 2030 avec des moyens assez importants, mais nous souhaiterions avoir votre avis d'ailleurs sur l'adéquation de ces moyens par rapport à cette ambition particulièrement forte qu'a la France de se positionner sur ces sujets. Il y a une stratégie militaire également qui a été annoncée il y a peu. Plus précisément, venir autour des opérations de cartographie. On sait que vous êtes un spécialiste du sujet. L'UNESCO, d'ailleurs, dans le cadre du One Ocean Summit, a annoncé un grand et bel objectif de cartographie, 80% des fonds marins. Qu'en pensez-vous? Est-ce réaliste, réalisable? Et comment est-ce qu'on peut se positionner, nous autres Français, en la matière? Je ne pouvais pas, bien sûr, vous accueillir sans vous entendre aussi sur nos territoires ultramarins, que vous connaissez bien. Et je souhaiterais que vous puissiez partager avec nous votre expérience en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, et votre vision peut-être à la fois de l'action française dans la ZE nationale et l'action que nous pouvons mener ou à venir sur ce qu'on appelle la zone, donc dans cette zone internationale sous l'égide de l'AIFM et notamment la zone Clarion-Clipperton. Et puis enfin, peut-être, et j'espère qu'on aura le temps, parce que ça nous tient particulièrement à cœur, c'est de parler du modèle français, de pouvoir construire, bâtir nos champions en la matière. Comment voyez-vous les choses? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Qu'est-ce que vous auriez souhaité ou souhaiteriez avoir comme soutien, comme appui ou comme perspective pour pouvoir développer une entreprise française qui soit à la hauteur des défis industriels qui se posent aujourd'hui? On a eu aussi le plaisir d'entendre en représentant une entreprise belge qui est particulièrement active. C'est une entreprise européenne, bien entendu, mais bon, soyons pour le coup aussi franco-français. Nous souhaiterions vous entendre sur les éléments sur ce sujet. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long.
Nous reviendrons éventuellement sur certaines questions si elles pouvaient appeler des développements complémentaires. Encore merci d'être là. Et puis, avec mes collègues, on est ravis de vous entendre. Voilà. Monsieur le Président, je propose de passer la parole à Monsieur Sornin. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup de votre accueil. Merci d'avoir pensé également à ce qu'une entreprise, des entreprises, puisque je sais qu'ensuite vous allez recevoir les gens des pôles maires, et donc qui représentent également les entreprises. Vous avez également reçu le cluster. Donc, associer les entreprises à vos réflexions, je trouve ça de très bonne aloi. Merci d'avoir aussi préparé, en m'envoyant quelques questions, ce qui permet aussi de structurer la présentation et d'être de cette manière-là vraiment dans l'axe de ce qui peut intéresser votre mission. Vous commencez, et j'ai évidemment pris quelques notes par rapport à ces questions, vous commencez par questionner sur la stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des grands fonds marins. Alors, si vous permettez, je vais faire une petite précision, presque une précision sémantique, afin d'éviter toute confusion, puisqu'il s'agit, depuis 2015, de la stratégie nationale relative à l'exploration et l'exploitation minière des grands fonds marins. Minière étant au pluriel, ça veut dire que nous parlons dans cette stratégie nationale d'exploration minière. Vous allez voir, à plusieurs reprises, je fais la différence, puisque notre entreprise est spécialisée dans les explorations. Quand on parle de la stratégie, là, il s'agit d'exploration minière. Je tiens beaucoup à cette précision parce que je fais vraiment une différence entre l'exploration océanographique et puis la prospection minière, l'exploration minière. Bon. Vous me questionnez sur de quelle manière nous avons été associés à l'établissement de cette stratégie qui effectivement avait été définie en 2015, puis reprise par le secrétaire général de la mer et la mission de Jean-Louis Levet il y a 2 ans maintenant, plus de 2 ans. En fait, Abissa est adhérent du cluster maritime français et par son adhésion au cluster et particulièrement par sa participation à un groupe de travail Grand Fonds Marin, nous avons été d'abord audités, questionnés un peu par la mission de Jean-Louis Levet, par Jean-Louis Levet lui-même, et puis ensuite nous avons été véritablement associés aux travaux. Donc les résultats de ces travaux de Jean-Louis Levet sont issus de grandes concertations. Vous l'avez audité, vous savez comment est-ce qu'il a procédé. Et je vous confirme qu'en tant qu'entreprise, nous avons été questionnés, écoutés, entendus, un peu ballottés de temps en temps, parce qu'effectivement, c'était un très large panel de personnes. Donc oui, Abissa a bien fait partie des réflexions. Questionner ensuite sur le plan de relance France 2030 et notamment par rapport au financement et à la hauteur des enjeux. Alors c'est assez difficile de donner une réponse précise car, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, les montants, y compris les modalités d'attribution, ne sont pas encore totalement précisées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. En tous les cas, elles ne sont pas arrivées jusqu'à nous, entreprises. Je vais donner un exemple. Le groupe de travail Levet était arrivé à une estimation de 300 millions d'euros pour le fameux démonstrateur technique évaluateur d'impact. À l'époque, c'est-à-dire avant France 2030, les financements qui avaient été évoqués reposaient sur le plan d'investissement d'avenir numéro 4, le PIA 4, via BPI France, avec des modalités proches de celles d'un concours, donc sans assurance totale de financement, et avec des taux qui étaient limités, parce que dans ce style de financement, les taux étaient limités par rapport à la taille des entreprises, mais de l'ordre de 25%. Ce qui nous a fait dire, malicieusement, que la stratégie nationale devait être financée à 75% par les entreprises. Ce qui a conduit un certain nombre d'entreprises industrielles de pas poursuivre dans ces conditions. En revanche, France 2030 a de nouveaux objectifs qui sont complémentaires avec une dotation, et vous l'avez dit à plusieurs reprises dans cette enceinte, annoncée à 300 millions d'euros. La ministre elle-même l'a évoqué, sauf que les deux ne sont pas strictement cumulés, et je pense que c'est vous, monsieur le rapporteur, qui avez parlé d'une cote mal taillée entre, c'est pas 300 plus 300 ne donnerait pas 600, mais 500. Donc déjà, on sent un peu
Bon, on sent un peu qu'il y a une cote mal taillée. Voilà, je vais en rester là pour ne pas être polémique. C'est quand même considérable, 500 millions d'euros pour de l'exploration, pour les grands fonds marins. Évidemment, en France, ça n'a jamais été vu jusque-là. Donc c'est une initiative qu'il faut saluer. Est-ce qu'elle est suffisante? On va voir comment est-ce qu'on peut l'apprécier. On parle de 200 millions d'euros pour des développements de R&D. Et on verra par la suite qui sont absolument nécessaires pour que la France reste dans le peloton de tête des fournisseurs de matériel océanographique. Et nous qui en sommes les utilisateurs, à chaque fois qu'on doit acheter du matériel chez un concurrent étranger, ça fait un peu rager, alors qu'on sait qu'on a des industriels français capables de développer des outils qui sont vraiment intéressants pour l'exploration. Et on parle aussi d'une centaine de millions d'euros pour la reconnaissance de notre ZE, pour approfondir la connaissance de notre ZE. Alors là, en revanche, ça peut vraiment être considéré comme insuffisant pour une reconnaissance complète et détaillée. Donc il va falloir faire des choix en termes de localisation de ce qu'on va engagé comme site d'exploration et des précisions, plutôt des informations sur les précisions qui vont être demandées. On y revient après dans une question ultérieure. Par ailleurs, ce plan France 2030 a été annoncé comme un plan de relance à destination du secteur industriel privé, qui doit donc venir en complément du PPR, le plan prioritaire de recherche, le programme de recherche prioritaire, qui a été annoncé avec un montant de l'ordre, lui, de 50 millions d'euros, mais aussi, en toute logique, en complément des travaux qui vont être confiés aux organismes d'État, le CHOM, la Marine nationale. Donc, est-ce qu'on va là aussi avoir une cote mal taillée ? Pour l'instant, on manque d'informations, donc difficile de répondre précisément à votre question pour savoir si le plan est à la hauteur des enjeux. En tous les cas, toutes les entreprises le saluent, parce que jusque-là, on n'avait pas eu de soutien de ce type-là. Et donc, par rapport à ce plan, vous posez la question de savoir si la France reste au niveau des grandes puissances océanographiques ou bien si on est en train de prendre du retard. À nouveau, et au risque d'être un peu monomaniaque, je vais distinguer l'exploration océanographique et scientifique et l'exploration ou la prospection minière. Parce que sur les deux, les visions qu'on peut avoir de la place de la France vont être différentes. Pour ce qui concerne l'exploration océanographique, clairement, la France, avec ses instituts de recherche, l'IFREMER, le CNRS, l'IRD, avec ses universités, est vraiment très bien située au niveau international. Nous, entreprises, on joue régulièrement, quand on fait un commercial international, on joue régulièrement là-dessus. La capacité de la recherche académique dont nous utilisons un certain nombre de résultats et auxquels nous participons régulièrement, les échanges d'entreprises et recherche académique se font régulièrement, montrent à l'international qu'il y a un vrai bon niveau de la recherche de la recherche française dans ces laboratoires. Pour autant, ces organismes d'État ne vont pas avoir la capacité de réaliser la totalité des opérations de reconnaissance de base des fonds marins français de notre ZE. D'ailleurs, est-ce que c'est leur rôle d'excellence scientifique? Est-ce que c'est leur rôle de recherche académique? La question est posée. Et en fait, je pense que c'est là que la France prend du retard sur la connaissance de son territoire. Sans doute à cause de l'étendue colossale de cette ZE, on le répète à qui veut l'entendre, nous sommes la deuxième surface ZE, les 11 millions de kilomètres carrés, donc évidemment c'est considérable, mais peut-être aussi un peu par négligence, peut-être par manque d'intérêt, et j'irais jusqu'à dire peut-être par défaillance de la commande publique.
c'est quand même le territoire français qui est totalement méconnu. Il y a un patrimoine qui est... on n'imaginerait pas ça à terre. Alors les océanographes revendiquent d'avoir cette connaissance, mais on n'imaginerait pas à terre d'avoir autant de surface totalement méconnue. On y reviendra après. Ça a d'ailleurs été répété à plusieurs reprises dans vos auditions. Alors, et d'ailleurs, je note à ce stade qu'à part l'entreprise Abissa, aucune autre entreprise française de service ne se positionne pour assurer cette cartographie, pour assurer ce service de cartographie. Et donc, il y a une réelle nécessité de soutenir, ou des entreprises, en tous les cas, des entreprises comme pouvant être des champions français destinés à promouvoir et à fournir ces services en amont des exploitations éventuelles, mais en tous les cas des services d'exploration océanographique et d'acquisition des connaissances pour pallier et soutenir les efforts de la recherche académique. Les deux doivent être liés, les deux sont complémentaires. On en parle régulièrement quand on explique la manière dont Abissa a développé certains process, et j'y reviendrai plus tard. La complémentarité avec l'IFREMER, par exemple, avec les laboratoires universitaires, elle est évidente, et ça marche bien entre nous. Alors, donc ça, c'était la partie exploration océanographique, donc on est plutôt bien placé, mais on prend du retard. Pour ce qui concerne la prospection minière sous-marine, donc la deuxième vision de l'exploration, il y a eu effectivement des actions ciblées qui sont anciennes, qui sont rares, qui sont mal connues, des actions ciblées sur la recherche minière. Là, oui, la France a pris du retard par rapport à un certain nombre de pays. Dans votre question, vous citiez la Chine, la Russie, évidemment, mais au niveau européen, ça a d'ailleurs été cité aussi dans cette enceinte, c'est la Norvège qui est la plus avancée. Et là, non seulement en termes de connaissances qui ont déjà été acquises, mais aussi en projet de prospection minière. Et également en termes de développement de matériel technique et scientifique. Je parlais tout à l'heure d'acquérir des outils à l'extérieur de la France. Les sociétés norvégiennes sont vraiment à la pointe. Ça ne veut pas dire qu'en France, on a pris du retard, mais on a peut-être pris d'autres voies. Et là, il faut que la France renforce cette capacité. Et pour moi, c'est typiquement un défi de France Relance 2030. Ensuite, vous me questionnez sur les opérations de cartographie. Et notamment sur, bien sûr, l'état de la cartographie des fonds marins, quelles sont les zones que l'entreprise a pu cartographier, quels sont les degrés de résolution de ce type de cartographie. Alors, je vais avoir une réponse un peu pessimiste au départ. Abissa, que nous avons créé en 2019, a décollé et s'est pris le mur de la Covid, au moins pour deux aspects. D'abord, la prospection commerciale internationale. On est resté bloqué alors que nos clients, et bien sûr je parle là en tant qu'entrepreneur, nos clients ne sont que dispersés dans le monde, je ne peux pas les voir à Paris. Donc là, la prospection commerciale internationale a été bloquée. Et puis la faiblesse des économies de nos clients, qui sont des autorités, des petits États insulaires, qui sont des autorités et qui ont vu avec la Covid leur économie devenir exsangue. Je prends l'exemple, nous avions engagé une relation contractuelle avec la Polynésie, relation qui a été mise en attente. De même avec la Nouvelle-Calédonie pour le programme de territoire d'innovation dont nous sommes partie prenante. Alors aujourd'hui, donc ça c'est le côté un peu pessimiste de l'entrepreneur, et le côté, parce que je ne saurais me résoudre à ça, le côté optimiste, c'est que nous avons des projets, et dès cet été, des premières opérations sont prévues en Méditerranée pour l'Office français de la biodiversité. En général, il faut dire que la connaissance des territoires sous-marins est très insuffisante. Par exemple, pour ce projet dont je parle avec l'OFB, il y a des lacunes terribles de connaissances sur les zones qui sont considérées comme protégées. On parle même de no data zone. Donc clairement, c'est un peu la terra incognita qu'on voit sur les cartes anciennes. Et malheureusement, cette inconnue est la règle dans les grandes profondeurs.
Alors, sur la précision, alors que les opérations de cartographie bathymétrique classiques ont permis historiquement sur les zones qui avaient été envisagées un maillage hectométrique, donc de centaines de mètres, un carroyage de centaines de mètres. Avec nos véhicules sous-marins, nous prévoyons une précision d'ordre métrique. Et je vais expliquer ensuite pourquoi on a cette capacité d'acquisition rapide et aussi précise. Vous questionnez justement Abissa sur les véhicules sous-marins et sur les développements que l'on peut faire, sur éventuellement d'autres outils susceptibles d'être mis au point pour améliorer cette cartographie. Alors, à nouveau, je fais une remarque préalable, qu'il n'y ait pas de confusion. Abissa est une société de services qui utilise les véhicules. On n'est pas développeur, on a des fournisseurs pour ça. En revanche, nous nous situons en amont des développements, c'est-à-dire que nous dressons des cahiers des charges parce que nous avons des objectifs, nous savons ce que nous voulons et nos clients aussi en général. Donc nous dressons des cahiers des charges qui sont soumis à des fournisseurs. Et ensuite, ces fournisseurs, après avoir conçu les engins et les outils qui nous sont nécessaires, ensuite, nous les mettons en œuvre et c'est notre rôle d'acquérir et de traiter les données qui sont recueillies. C'est très caricatural ce que je viens de dire parce que évidemment avec les fournisseurs il y a des échanges, il y a des définitions ensemble, des solutions à acquérir et notamment sur des projets de type collaboratif sur lesquels nous travaillons ensemble. Alors pour revenir à la question sur la précision des résultats obtenus, celle-ci dépend en fait de la distance entre la surface du fond et l'appareil qui mesure. Alors, j'avais prévu mais je ne peux pas tenir mes notes et vous faire l'explication mimée. En fait, si on a un appareil qui est en surface, la précision va dépendre de la distance à la profondeur. Si la profondeur augmente, eh bien, la précision va diminuer. Or, nos engins, les véhicules sous-marins autonomes, eux, restent à la même distance, puisqu'ils naviguent entre quelques mètres et quelques centaines de mètres à distance du fond. Donc nous avons, quelle que soit la profondeur, qu'on soit à 500 mètres, 1000, 2000, 3000 ou 6000, évidemment il faut que l'engin puisse descendre à cette profondeur, on peut avoir toujours la même précision. Et ça, c'est une avancée considérable dans la qualité des données qui peuvent être reçues. Et on verra, j'en reparle ensuite, quand vous me questionnez sur le projet de l'UNESCO. Nous avons également développé un concept de flotte de véhicules, c'est-à-dire que ces véhicules qui sont autonomes et qui naviguent à proximité des fonds, et quasiment toujours à la même hauteur, nous avons développé un concept de flotte de manière à ce qu'ils naviguent de manière coordonnée. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'être lauréat du concours mondial de l'innovation. Et nous avons également déposé 3 brevets concernant cette mise en œuvre, cette conception et mise en œuvre de la flotte. Et on imagine bien qu'une flotte va considérablement augmenter l'efficience des campagnes d'exploration océanographique. Vous me questionnez sur les éléments qui pourraient être à développer. Je pense que ça va concerner essentiellement, d'une part, la capacité de plonger à des profondeurs jusqu'à 6000 mètres. On convient de dire que de 0 à 6000 mètres, on couvre 97% des océans, enfin une très très grande majorité de ce qu'il peut y avoir. Donc 6000 mètres est véritablement une cible. Aujourd'hui, les véhicules et les outils de mesure français capables de descendre au-delà de 3000 mètres sont assez rares. Donc il y a une nécessité à les développer. Et d'autre part, il y a une nécessité à ce que la conception,
à mettre en œuvre la conception de capteurs, d'outils de mesure dans le domaine de la caractérisation de la biodiversité et de la géodiversité. On a aussi des outils qui existent, mais il y a des lacunes et il faut aller plus loin. Dans les outils à développer, on peut même aller jusqu'au navire océanographique. Aujourd'hui, sur certaines zones, y compris en ZEE française, les navires que nous, entreprises, nous pouvons utiliser ne battent pas pavillon français. Et pour l'instant, il n'y en a pas de disponible en France. Alors, nous avons des contacts avec des armateurs techniques français, mais aujourd'hui, ça fait partie des difficultés qu'une entreprise française peut avoir à travailler dans un contexte économique français. Je voudrais également rappeler ce qui a été dit par M. Jean-Marc Daniel de l'Ifremer quand vous l'avez lors de son audition. On parle d'un très bas taux de connaissance des fonds marins, moins de 20%. Enfin bon, mais quand on parle de ça, on parle surtout du relief, c'est-à-dire de la bathymétrie. En fait, on connaît encore moins bien que la bathymétrie, on connaît encore moins bien les caractéristiques générale océanographique, mais biologique, géologique, d'où la nécessité, je revire sur ce que je disais avant, la nécessité de développer un certain nombre de capteurs capables de descendre en grande profondeur. Et vous me questionnez donc sur ce que j'ai cité, le projet de l'UNESCO. Est-ce que l'objectif de 80% de fonds marins d'ici 2030 cartographiés paraît réaliste? Alors, nous ne sommes pas associés à ce projet. Pas encore, car en tant qu'entreprise, nous ne travaillons que sur commande de nos clients. Aujourd'hui, les modalités, en tous les cas de nous, pour l'instant, sont méconnues. Ce qui a été rappelé à Brest, c'est que ce projet de l'UNESCO a une dotation, un financement de 4,5 milliards d'euros, soit 570 millions d'euros par an jusqu'en 2030, ce qui évidemment est considérable, mais nous apparaît quand même faible compte tenu de l'ambition, de l'étendue du projet. On le dit tous comme ça en première approche, y compris même avec une automatisation des process d'acquisition et de traitement des données. C'est tellement considérable que ça paraît quand même dans un temps assez court. Alors, je ne connais pas encore les modalités de financement vers les organismes d'État et les entreprises spécialisées. Donc c'est difficile de dire si cet objectif sera atteint en si peu de temps. On voit un certain nombre d'entreprises, notamment américaines, qui investissent énormément dans des matériels, dans des drones de surface, donc on peut penser qu'il y a pour un entrepreneur un filon à suivre, mais de notre point de vue, ce seront vraisemblablement uniquement des moyens de surface, avec une précision sur la bathymétrie qui sera assez faible dans les grandes profondeurs. Je reprends mon exemple, mais qui peut être considérée comme suffisante pour de premières explorations générales. De zéro connaissance à des connaissances déjà, même si elles ne sont pas hyper précises, on peut déjà considérer qu'on fait un grand pas. Passons ensuite à vos questions sur les territoires ultramarins et sur la zone internationale. Alors, vous rappelez qu'Abissa a réalisé une étude en 2019-2020 sur les encroûtements cobaltifères de la zone de la Polynésie française. Cette étude Abissa a été régulée par une convention qui était intitulée « Convention relative à une étude préalable de cadrage pour une stratégie d'exploration des grands fonds marins ». C'est-à-dire qu'on avait bien en tête qu'on était aux toutes premières étapes de ce qui était à réaliser en Polynésie, c'est-à-dire un cadrage de la manière dont les explorations pouvaient être menées sur le territoire de la ZEE de Polynésie. Alors, en fait, cette convention s'était inscrite dans une suite assez logique des conclusions d'une étude de l'IRD, la fameuse
expertise collégiale de l'IRD qui avait débouché en 2016 sur un rapport vraiment intéressant, et notamment avec une recommandation que nous avions partagée avec la Polynésie à l'époque sur la réalisation de campagnes d'exploration pour produire des connaissances nécessitant le développement et de technologies qui soient adaptées, notamment pour ce qui concerne les encroûtements cobaltifères. Donc l'objectif étant de développer des outils et des méthodologies permettant à la Polynésie française de programmer des campagnes d'exploration afin d'inventorier les ressources biologiques, géologiques dans ces grands fonds, d'en effectuer ensuite une analyse comparative en termes de potentiel minier et surtout, parce que vous y étiez très attaché, de sensibilité environnementale. 4 principaux résultats que je synthétise de cette étude qui avait été initiée dès 2019, suite, donc je l'ai dit, à l'étude de l'IRD. Tout d'abord, les encroûtements polymétalliques des monts sous-marins de Polynésie française sont riches en métaux d'intérêt, donc il y a effectivement bel et bien une richesse minière. La localisation et les potentialités minières de ces encroûtements sont encore mal connues. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'indication précise sur leur positionnement. Et donc, troisième point, si on veut mettre en place une stratégie d'exploration de ces monts sous-marins, il faut commencer par un site démonstrateur, une sorte de zone test, basée en Polynésie française et pour lequel nous pourrions souhaiter qu'elle ait une vision internationale, une vocation internationale. La Polynésie a sur son territoire ses monts sous-marins riches, mais se trouve aussi dans une position centrale par rapport à tous les États insulaires que l'on trouve autour et qui commencent pour un certain nombre à développer, mais assez peu sur les encroûtements cobaltifères. Et le quatrième résultat, qui était peut-être un peu attendu, mais qui nous a, que je souhaite vraiment rappeler, cette stratégie pour la Polynésie doit lier des techniques conventionnelles d'exploration et des techniques innovantes. Les méthodes conventionnelles de caractérisation des fonds présentent des limites, elles sont elles sont traditionnelles à mettre en œuvre. En revanche, elles présentent des limites en termes de qualification précise, l'épaisseur, la concentration des métaux, etc. Alors que des méthodes innovantes qui sont en cours de développement par des entreprises françaises, par des pépites, des start-up, qui, après validation de ces process, permettront de qualifier beaucoup plus efficacement aussi bien les conditions environnementales que la qualité des gisements. Et je suis très attentif parce que ça avait été très clair dans la convention et dans les échanges que nous avions eus en 2019 qui avaient commencé avant, mais qui ont été concrétisés en 2019, avec le gouvernement de la Polynésie, qui disait qu'il y avait une nécessité à bien prendre en compte tous les aspects pour ensuite prendre une décision étayée. Donc c'est avec ces objectifs, la poursuite de ces objectifs en Polynésie, que nous avons créé la société Abissa Polynésie. Donc, sur votre mémo, Monsieur le Président, vous pouvez rajouter Abissa en métropole, à Nouméa et également à Papeete. J'ai signé, mais c'est très récent puisque j'ai signé cette nuit les derniers statuts. Et pour nous, c'est important parce que non seulement ça permet d'associer avec ce client, avec ce partenaire depuis longtemps, ça permet d'associer la manière dont on voit les choses avec une société locale, évidemment, mais aussi, et là c'est l'entreprise, c'est l'entrepreneur qui parle, mais aussi avec cette vision géographique internationale. Pour nous, la Polynésie est une base de départ sur tout ce qui peut se passer dans cette région du Pacifique Centre. On entend beaucoup parler des îles Cook, évidemment de Clarion-Clipperton, plutôt que de partir d'un port des États-Unis. Partir de Papeete serait peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le sénateur, mais ce serait peut-être vraisemblablement une bonne idée. En tous les cas, pour nous, c'est indispensable. Quels sont... Alors, donc,
parlé de la Polynésie, mais quelles sont nos actions par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous l'avez rappelé, nous avons créé Abissa Nouvelle-Calédonie en 2021. C'est une société de statut calédonien qui donc nous positionne sur cette partie ouest du Pacifique. Il y a un point que je peux rappeler, c'est que la Nouvelle-Calédonie est le seul territoire outre-mer à avoir reçu le label Territoire d'innovation. Dans l'appel d'offres territoire innovant qui date de 2016-2017, je crois, Abissa est l'un des porteurs de projets, notamment avec la création d'une base de déploiement pour les explorations océanographiques sur cette zone. Actuellement, nous travaillons en priorité 2 dossiers en lien avec des partenaires locaux, dont la direction de l'industrie des mines de la Nouvelle-Calédonie. Le premier, et l'Ifremer. Le premier, c'est une campagne exploratoire dans le parc naturel de la mer de Corail, avec comme objectif un inventaire des patrimoines biologiques, géologiques sur cette partie sud de la Grande Terre, qui comprend des monts sous-marins. Et puis, ça n'est pas que anecdotique, une épave de sous-marin qui a été torpillée en 1943 et qui se trouve et qui n'a jamais été repérée, identifiée. Et un deuxième axe sur lequel nous travaillons, avec les mêmes interlocuteurs et une autre entreprise calédonienne qui s'appelle Island Robotics, un programme de recherche sur les sources possibles d'hydrogène naturel en mer. C'est une particularité de la Nouvelle-Calédonie qui est dotée de roches qu'on appelle mantéliques, des péridotites. Ne me posez pas de questions précises là-dessus parce que mes compétences sont limitées. Mais en fait, ces roches ont la capacité, sous l'effet de l'eau, de piéger du CO2 et d'émettre de l'hydrogène. On a vraisemblablement des sources d'hydrogène naturel à identifier sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. On a aussi été en relation avec un projet de création d'observatoire sous-marin franco-japonais qui est en instruction, qui avance. On n'est pas encore arrivé à développer précisément les travaux. On a eu un séminaire qui a réuni une centaine de personnes, en octobre dernier, des Français, des Japonais, des instituts, etc. Aujourd'hui, l'étape actuelle vise à bien définir les techniques qui vont être implantées. On ne sait pas encore, cet observatoire, exactement comment est-ce qu'il va être défini. Vraisemblablement des lignes de mouillage qui vont être équipées de différents capteurs à partir du pied jusqu'au sommet d'un mont sous-marin. Au-delà, excusez-moi, la question suivante concernait, au-delà de cette Z2 française, et particulièrement, bien sûr, ce qui touche à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie, mais on pourra aussi, on devra parler des TAF, on devra aussi parler de certaines zones de l'océan Indien. Et là, vous me questionnez sur nos actions, nos projets dans la zone internationale. Alors, dans le cadre du plan de relance et du soutien aux emplois, recherche et développement, Abissa et Ifremer ont débuté en janvier de cette année, donc c'est très récent, un contrat de recherche collaborative sur la dorsale médio-atlantique. C'est un projet de cartographie des habitats et de modélisation prédictive de l'environnement marin qui nous a permis de créer un emploi, de faire une première embauche sur ce contrat collaboratif entre l'Ifremer et Abissa. Pour ce qui concerne nos projets commerciaux, je ne voudrais pas dévoiler la stratégie commerciale de l'entreprise. Je vais en fait distinguer 2 types de cibles internationales. Les ZE des États insulaires ou des États côtiers, qui sont nombreux, de plus en plus nombreux à se préoccuper de leur patrimoine sous-marin, des éventuelles ressources géologiques, minérales bien sûr, mais également biologiques, et surtout
et ça fait écho à ce qui nous avait été demandé en Polynésie, et surtout des sensibilités environnementales de ces sites éventuellement exploitables. Mais surtout, on est vraiment dans les toutes premières étapes. Pas uniquement d'ailleurs pour les aspects exploitation de ressources, mais aussi pour les aspects liés aux énergies renouvelables. Et là, je pense au projet SWAC, Sea Water Air Conditioning, ou ETM, énergie thermique des mers, qui en fait utilise les eaux froides profondes. Et en Polynésie, on a déjà quelques beaux exemples. Et puis, le deuxième type de cible internationale concerne les zones concédées par l'AIFM, dont la zone de Clarion-Clipperton, avec plusieurs concessionnaires. Et nous sommes effectivement interrogés déjà par des concessionnaires sur ces différentes zones. Mais confidentialité d'entreprise, je ne vous en dirai pas plus. Bon. Enfin, hors micro, comme on dit. Enfin, quelles pourraient être les conditions d'une éventuelle exploitation des grands fonds marins? Alors, il faut absolument que je précise que Abissa est une société de services pour les cartographies. Je pense que vous l'aurez compris, je l'ai suffisamment répété. Pour autant, évidemment, nous avons des contacts, notamment avec des groupes dans les groupes de travail, et je pense au groupe de travail du cluster, mais vous les avez rencontrés, mais aussi de la Deep Sea Mining Alliance, qui est un groupe de travail initié par des industriels allemands et qui a déjà un certain nombre d'avancées technologiques. Alors, quels sont les projets technologiques encore nécessaires pour que cette exploitation, une éventuelle exploitation, soit possible? Donc, nous ne sommes pas partie prenante, on est très en amont, mais des rapports que nous avons avec les industriels français, je peux témoigner qu'effectivement, ils sont soucieux de respecter les sensibilités environnementales. Pour un certain nombre de raisons qui sont vraisemblablement des raisons éthiques des entreprises, mais aussi, on n'est pas complètement naïf, qui sont aussi des raisons d'acceptabilité et de mise en place de leurs projets. On l'a vu, et je pense à ça parce qu'on a vu un échec cuisant de cette société Nautilus qui n'a pas été à la hauteur des attentes de la société de Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui s'est fait jeter salement, quoi. Enfin, et donc les parties prenantes sont d'une certaine manière absolument nécessaires. Il est absolument nécessaire de consulter les parties prenantes. Les industriels français que nous côtoyons sont dans une démarche de développement par étapes, par cliquet, je pense que le cluster on vous a parlé de ça, de manière à ajuster les technologies par rapport aux contraintes environnementales. Je suis persuadé, et je peux en témoigner par le fait de participer au groupe de travail dont j'ai parlé, les technologies sont en constante évolution, parce qu'elles dépendent étroitement des résultats des campagnes d'exploration océanographique qui vont mettre en œuvre, plutôt qui vont mettre en évidence des caractéristiques comme l'hydrodynamique, la biodiversité locale, mais aussi distante, les caractéristiques de ce gisement. Je souhaite insister sur le fait qu'il y a une relation très étroite entre la rapidité de connaissance des fonds et les prises de décision des politiques et des industriels. Quel que soit le choix, il faut qu'il soit étayé par des arguments forts. Et pour étayer une décision par des arguments forts, il faut avoir la connaissance océanographique des sites. Le secteur industriel est vraiment dans cet état d'esprit, ballotté entre le souhait de participer au développement économique des territoires marins et celui de respecter ce développement durable. Vous me questionnez également sur le modèle économique de l'exploitation pour savoir si les conditions sont réunies. C'est typiquement hors de mes compétences, donc je n'ai pas d'avis, monsieur le rapporteur, sur votre question. Et enfin, vous demandez si Abissa travaille au développement d'outils permettant une exploitation des fonds garantissant une préservation de l'environnement marin. Vous l'avez compris, nous sommes des cartographes, pas des développeurs ni de technique ni d'exploitation. Donc ce n'est pas de manière directe
mais c'est en œuvrant pour une meilleure connaissance de ces sensibilités environnementales et en faisant l'acquisition des données qui sont indispensables aux futures études d'impact qui viendront ensuite après les connaissances de base qui sont absolument nécessaires. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez été long, mais en tout cas passionnant. Et le caractère méthodique de vos réponses sur la base du questionnaire qu'avait transmis le rapporteur, c'est assez impressionnant. Mais je pense que notre collègue Jean-Michel Houllegatte a peut-être des questions complémentaires, des demandes d'éclaircissement. Oui, rapidement. D'ailleurs, merci à vous, Monsieur Sornin, pour gérer la clarté de vos propos. Travailler dans le domaine de la chaîne de la mesure et de l'instrumentation d'une certaine façon. En ce qui concerne l'acquisition de données, donc on voit que les choses évoluent assez rapidement. D'ailleurs, il y a des projets, Ifremer donc va bientôt, je crois qu'il n'est pas encore tout à fait opérationnel, mais mettre en service Ulix, donc le nouveau robot sous-marin qui va permettre de faire pas mal d'acquisitions. Ma question, elle concerne, je dirais, l'autre bout de la chaîne, c'est le traitement des données. C'est-à-dire que c'est beau de recueillir un certain nombre de données, mais on s'aperçoit, et c'est aussi la même problématique dans le domaine médical, c'est-à-dire qu'on peut accumuler de la donnée, mais à un moment donné, il faut pouvoir l'interpréter, il faut pouvoir la traiter. Donc, où est-ce que vous en êtes dans ce domaine? Est-ce que vous avez les compétences est-ce que vous trouvez les compétences nécessaires pour interpréter d'une certaine façon ces données qui sont de plus en plus complexes? Parce qu'on s'aperçoit que vous parliez de développement de capteurs pour essayer d'identifier, de qualifier notamment des organismes vivants ou autres. Donc tout ça va d'une certaine façon contribuer à cette accumulation de données. Donc est-ce que vous avez les compétences? Et ensuite, est-ce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle notamment, donc est-ce que vous pensez qu'en France on a à l'heure actuelle des compétences pour pouvoir justement développer du traitement automatisé de données qui va permettre peut-être de faciliter la constitution, parce qu'on a parlé de jumeaux numériques, moi je préférerais plutôt le terme maquette numérique des océans, pour pouvoir essayer de modéliser tout ça et d'avoir, je dirais, un outil qui soit un outil opérationnel pour permettre d'avancer dans l'exploration des fonds marins. Alors concernant le traitement des données, c'est une question qui nous est très très régulièrement posée, et à juste titre, et la réponse est assez facile, dans le sens où les fournisseurs de matériel pour l'acquisition des données sont aussi concepteurs, ou en tous les cas ont dans leurs équipes ou dans leurs fournisseurs à eux, des sociétés qui permettent le traitement des données. Pour autant, nous avons un partenariat avec un institut de recherche, l'Institut de géophysique du Globe de Paris, qui a une capacité de développer des algorithmes pour un certain nombre de traitements de données. Les questions seront vraiment cruciales quand on utilisera notre flotte avec des acquisitions simultanées. Aujourd'hui, on n'a pas tellement d'inquiétude par rapport au traitement, parce que donc les process existent, et c'est assez bien automatisé. Et, en revanche, on va se questionner sur l'interprétation. Là, vous avez raison. Sur l'interprétation, les géologues géophysiciens sont nombreux, en général de qualité. Nous avons évidemment les meilleurs. Ce qui peut pêcher, ce sont les connaissances dans la biologie. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je citais tout à l'heure ce contrat avec le ministère de la Recherche et surtout avec Ifremer, d'embauche d'un jeune docteur, donc d'un jeune chercheur qui, en biologie marine et en biologie des grands fonds, a déjà des compétences. On sait, par exemple, qu'en taxonomie, c'est-à-dire en identification des faunes marines, on a des lacunes de personnel. Donc oui, là il va y avoir des difficultés à interpréter les données qui ont été recueillies.
Ensuite, sur l'intelligence artificielle, clairement, vous avez cité Ulix. Alors, je serais mal placé pour en parler et l'Ifremer serait mieux, mais comme nous avons des relations étroites, nous savons à peu près où ils en sont. Et effectivement, l'Ulix est un outil absolument formidable, développé par notre champion français ECA, absolument formidable, avec cette capacité d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il a une grande autonomie telle que quand il repère une anomalie ou une zone d'intérêt, il est capable de revenir, et de stabiliser. Et vous avez raison. Et d'être stationnaire, ce qui n'est pas très fréquent sur un AUV. Donc oui, là, de ce point de vue-là, la France est bien équipée avec du matériel qui peut encore être considéré comme prototype, mais en tous les cas qui existe et qui a déjà fait un certain nombre de preuves. Peut-être notre rapporteur a des questions. Oui, merci. Je voudrais aussi remercier M. Sornin pour la méthode utilisée, ce qui nous permet de bien suivre en fonction du cheminement qui vous a été proposé. Je voudrais reposer une question de fin qui certainement était mal posée, ou en tout cas qui n'était pas précisément effectivement dans le domaine de compétences qui est le vôtre. Où je vous posais la question de savoir quelles sont les conditions pour que le modèle économique de l'exploitation des fonds marins soit rentable. Alors je voudrais la poser, pas différemment, mais en poser une autre en fait. C'est quelles sont les conditions pour que le modèle économique de l'exploration des fonds marins soit performant. Et je parle du modèle français. Je développe un peu, et n'y voyez pas des critiques en la matière, mais on vous sent un peu seul aussi sur le sujet. On sent qu'il y a peu d'entreprises françaises finalement qui se positionnent précisément sur l'offre de services que vous proposez. Et je pense que c'est l'occasion, à travers cette mission d'information également, de voir quels sont les outils, quel est le modèle, et c'est pour ça que je parlais de modèle un peu en introduction tout à l'heure, que l'on pourrait aider à étoffer pour que des entreprises telles que la vôtre puissent trouver un cadre pour se créer et se développer. Et on a l'impression aujourd'hui qu'Abissa, en tout cas dans les recherches qu'on a pu faire, alors est pionnière, cette société est pionnière, mais quelles sont, on va dire, les conditions pour aboutir à un modèle performant déjà pour vous, pour votre entreprise, de manière à ce qu'on ait un positionnement français sur le sujet. Et selon vous, quel est le cadre? Vous avez à un moment amorcé la question de la commande publique en parlant des territoires d'outre-mer, mais on est aussi sur des sujets qui dépassent, pour certains aspects, les capacités de ces collectivités ultramarines. Est-ce qu'à votre sens, il manque aujourd'hui ou il y a une impulsion supplémentaire que l'on pourrait aussi accompagner au travers de cette mission? Enfin voilà, je souhaiterais pouvoir vous entendre un peu plus qualitativement, si vous le voulez bien, sur cet aspect. Et une deuxième sous-question qui est un peu liée, quels sont aujourd'hui, au moins au plan européen, mais peut-être un peu plus largement, vos concurrents principaux sur le sujet, qui pourraient, y compris sur des marchés, des commandes françaises, venir vous concurrencer? Voilà. Alors, se sentir bien seul, effectivement, précisément sur la cartographie, sauf qu'on est dans un écosystème assez fourni, notamment avec des industriels qui fabriquent les engins, mais qui ont besoin. En fait, on répond à deux types de besoins. Le besoin des industriels qui ont des visions d'exploitation, et donc soit en matériel, soit... et puis le besoin des collectivités locales qui ont besoin de répondre à des questions. Je prends un exemple assez fréquemment. Un État insulaire voit arriver un jour un minier dont je tairai l'origine qui lui dit, voilà, sur ce carré de ta ZEE, de ton territoire, je te donne 500 millions de dollars et je l'exploite. Que fait l'État ? Que fait le petit État insulaire? S'il refuse, c'est la moitié de son PIB, donc il refuse les écoles, l'assainissement, les routes, etc. S'il dit oui, on lui dit, mais vous bradez le truc vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de... Donc il y a un besoin de connaissances très en amont.
il faut, et je l'ai glissé un petit peu, il faut que les décisions qui soient prises soient étayées par des informations fortes. On ne pourra pas refuser de manière forte, sauf à que ce soit des pressions politiques, ça c'est autre chose, mais refuser d'exploiter une zone si on n'a pas des informations qui sont de qualité et qui sont étayées, qui sont fortes. Si c'est juste de dire vous allez racler le fond des océans et vous allez détruire, oui, forcément, sur la zone. Mais est-ce que ça reste sur cette zone? Est-ce que ça s'écarte? Est-ce que, enfin, voilà, donc il y a une nécessité, et donc si on est seul à avoir réfléchi à apporter une réponse, pour autant on est entouré. Et je vais faire une toute petite parenthèse très personnelle. J'ai monté une première société d'environnement marin en 87, c'était juste après la loi littorale de 86, et j'étais bien seul aussi comme conseiller, donc 30 ans après, je passe après, hein, sauf que les enjeux sont un peu différents. Oui, effectivement, il y a un besoin, je l'ai dit d'ailleurs, hein, il y a un besoin de développer même des concurrents. Moi, entrepreneur, être tout seul sur un marché, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrent, ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin. Enfin bon, voilà, donc oui, il y a une nécessité à développer. Nous avons des concurrents étrangers qui pourraient venir répondre et qui sont en général issus du monde parapétrolier. Et pourquoi? Et quelle place prend Abissa là? Abissa prend la place qu'aurait dû prendre CGG. J'enfonce le clou et un certain nombre je remue le couteau dans la plaie. CGG était le champion français. CGG faisait l'acquisition, faisait le traitement en mer. Les navires de CGG étaient armés par Louis Dreyfus armateur. Enfin, on avait un champion français qui, pour des raisons que je ne vais pas commenter, que je ne connais pas, a cessé cette acquisition. Et je ne veux pas dire qu'on se rue dans le gouffre, mais c'est un peu ça quand même. Sauf qu'on n'a évidemment pas la réputation et le coffre que pouvait prétendre avoir CGG. Donc oui, il y a des concurrents. On a des concurrents européens. J'ai parlé tout à l'heure des Norvégiens qui sont très très forts. Nos premiers contacts concurrentiels se font avec des Norvégiens. Mais on a aussi un certain nombre d'opérateurs issus donc du monde pétrolier, qui sont les très gros opérateurs, qui pour l'instant ne sont pas tous sortis du bois, qui restent un petit peu tapis parce que les marchés ne sont pas ouverts. Hein, mais dès que les marchés vont être ouverts, on va voir arriver ces très grandes compagnies qui vont avoir des méthodes commerciales qui vont être différentes des nôtres, et donc ça va être la bagarre. Je ne sais pas si j'ai répondu moins partiellement. Question? Non, je crois que c'était complet, c'était clair. Bien, on vous remercie beaucoup, vraiment. On était ravis de cet échange approfondi. Je vous remercie. Merci de votre écoute.